Bonjour, j'espère que ça va aller. Techniquement parlant, d'abord, j'ai installé, en fait, un voisin m'a aidé à installer quelques autres logiciels pour enregistrer la vidéo. On va voir si ça marche. J'espère que oui, parce que aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus longue, astrologique, sur la pleine lune du 27 février cette année. Donc régulièrement je publie les vidéos sur la lunaison, et cette fois ça va pas tarder. Comme vous avez pu voir, parfois c'est l'analyse du film, parfois du roman quelconque. C'est pour mieux décrire les aspects et laisser un témoignage, étant donné que je n'ai pas encore écrit un livre astrologique. Ces vidéos pourraient être très utiles aux jeunes personnes ou de n'importe quel âge qui commencent à apprendre l'astrologie. Donc j'essaie de faire des illustrations, de documenter, d'argumenter, de comparer les influences des planètes, des signes des maisons. Donc voilà, ça va être utile. Et donc on a la pleine lune qui se déroule sur 8 degrés environ du signe de la Vierge et du Poisson. Donc oui, c'est 8 degrés, des signes mutables. Donc je pense, bon, on va regarder, je regarde si ça s'enregistre ou quoi. Donc oui, ça va aller. On a donc toutes les planètes directes en ce moment, c'est-à-dire au moment où la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson se produit. Mercure direct sur 11 degrés du Verseau, Vénus 1 degré Poisson, Mars 27 degrés Taureau, Jupiter 16 Verseau, Saturne 8 degrés Verseau, Uranus 7 Taureau, Neptune 20 Poisson, Pluton 25 Capricorne. Donc on a que le sextile de la pleine lune à Uranus et quasiment pas d'autres aspects, parce que je ne prends pas en compte les semi-sextiles, pas tellement les quinconces non plus pour les éclipses. Dans le thème natal ou dans la synastrie, ça peut avoir un impact encore, mais là, pas trop. Donc, j'en déduis qu'on a seulement un petit carré faible entre Mercure et Uranus. Mais étant donné que Mercure était rétrograde au mois de février, donc ça semble quand même anodin. Ça ne peut pas déclencher grand changement et chamberder trop notre existence. Donc voilà, et on a des planètes en Verseau et en Poisson. C'est, disons, la toile de fond. Verseau, Poisson, signe collectif, et signe qui anticipe pour les Verseaux et met en gestation pour les Poissons, pour qu'un nouveau cycle se mette à éclore après cette période donc de rébellion pour le Verseau et de gestation, de patience, de quelque enrichissement de tout ça par le principe de transcendance, du divin, d'absolu inhérent au Poisson. Et en ce qui concerne la symbolique et mon illustration de cet aspect, de cette pleine lune, je vais vous parler d'un roman qui est paru en 1877 en Russie, écrit par Léon Tolstoï, un écrivain russe
grâce auquel on a pu découvrir la richesse et toute la finesse et la subtilité de cette littérature exceptionnelle, alors qu'avant, forcément, nos esprits se complaisaient à attribuer à ce peuple, à cette région, que de la barbarie et des steppes impénétrables. Donc, c'est un roman, Anna Karénine, le titre qui est attribué selon le nom de l'héroïne principale. Donc elle s'appelle Anna Karénine. C'est une jeune femme aristocrate qui est mariée, mère d'un fils Seryozha, et son mari est un haut fonctionnaire, Alexis Karénine, et donc elle vit dans un mariage basé sur les conventions et les préjugés et les normes imposées par la société, et elle se rend à Moscou une fois pour rendre visite à son frère Stiva Oblonsky, et là, sur un quai de la gare, elle voit un homme qui apparemment ressent la même secousse intérieure au moment où il la voit, et donc elle tombe amoureuse au fur et à mesure que la trame avance. Elle tombe amoureuse de ce comte Vronsky. C'est un officier brillant qui a devant lui une carrière militaire brillante, mais il est frivole, et donc il a un style de vie caractéristique pour la noblesse de l'époque, c'est-à-dire fréquenter les femmes sans s'engager, sans aller plus loin, sans accepter les jougs et les carcans de la vie conjugale. Donc elle descend du train, elle s'aperçoit de sa présence, il la regarde, déjà c'est un sentiment puissant, intériorisé, qui se développe, et après ils commencent à se fréquenter, et puis elle tombe enceinte, elle demande le pardon à son mari, puis elle est tiraillée entre l'amour de voir qu'elle respecte, qu'elle a pour son mari et pour sa famille, et donc l'autre amour-passion envers Vronsky, et la trame avance dans le sens qu'elle n'arrive pas à gérer ses démons intérieurs. Et donc le roman ne parle pas uniquement de l'infidélité et de la passion tragique d'un amour coupable, mais met en valeur toute la richesse insondable de l'âme, de la vie intérieure, de ce mystérieux processus que représente l'amour, et donc la passion interdite, en l'occurrence de notre héroïne principale, donc la passion qui apparemment fait des ravages et qui à la fin mène Anna Karénine vers la mort, et elle se jette sous un train et elle finit ainsi son existence parce qu'elle ne pouvait plus gérer donc tout ça. Et dans le roman, vous avez d'autres passages bien évidemment sur les nouvelles idées contre cette société aristocrate réactionnaire, représentée par Lévin, qui est en fait la transposition artistique de Tolstoï lui-même. Quelqu'un qui refuse de vivre à Moscou, qui vit en province, qui souhaite établir une vie normale, humaine, et pourtant les deux protagonistes principaux, forcément au début, en tant que quelqu'un qui voulait forcément
critiquer la société aristocrate et en faire un portrait de débauche et avec peu de louanges, certes. C'était forcément l'intention initiale de l'écrivain, mais plus il développe la trame, plus on voit l'influence de la Vierge. Léon Tolstoï, il est né la même date que moi, le 27 août. Il n'a pas pu donc s'empêcher d'attribuer toute cette finesse et d'illustrer comment ça avance et comment les passions avec leur errement, leur fourvoiement, leur dérapage, comment ces passions donc mènent vers la destruction finale. Donc on a un amour interdit, un amour coupable, un amour qui brave les interdictions de la haute société de la haute société russe de l'époque. Donc on a cette femme fragile qui, pour la première fois, après avoir découvert ses abîmes et ses gouffres de la passion et de l'amour fou, ne souhaite que la mort pour se délivrer de sa culpabilité et également de sa passion. Donc ça explique pourquoi après les grands amours, on a besoin de quelque chose de très très reposant, réconfortant, ou de la mort elle-même. Les grands amours et les grandes passions épuisent à un tel point qu'on ne peut plus forcément revivre dans la normalité, dans la banalité. D'ailleurs, Stendhal en parlait aussi en évoquant le besoin des officiers les plus haut gradés dans l'armée après les guerres, après les batailles. Ils ont besoin de plaisir intense, par exemple de la chasse, pour se sentir vivant et vibrant. Vous voyez, donc c'est ça, les grandes passions changent irréversiblement notre nature. Donc ça, ce serait Pluton, astrologiquement parlant, les grandes passions irréversibles et la fatalité. Mais dans ce contexte astrologique avec l'éclipse lune en poisson, lune en vierge, soleil en poisson, on a l'opposition entre le devoir vierge et le libre cours de l'inspiration, de la vie intérieure, de ces mystères de l'âme et de l'amour, représentés par les poissons. C'est ça le focus de ce roman et de cette éclipse. Donc la vie intérieure qui est riche, qui est importante, qui apparemment mène les protagonistes vers les décisions extérieures et concernant le monde extérieur carrément décalées et erronées et donc vers les choses qu'il regrette plus tard. Par exemple, il a abandonné sa carrière militaire pour elle, elle a abandonné son mari. Ce sont des sacrifices inhérents au signe du poisson. Les sacrifices, l'abandon de quelque chose de concret, tangible, matériel, réel, basé sur le bon sens vierge, au profit d'un idéal, d'un plus grand tout, d'une osmose avec quelqu'un ou une personne en chair et en os, ou avec une entité abstraite, avec Dieu, donc quelque autre appartenance à une entité, à une réalité qui nous dépasse. C'est ça le signe du poisson. Et on a justement, tout au long du roman, ces confrontations entre ce qui se fait, ce qui se doit, vierge, et ce qu'on souhaite, ce qu'on imagine, ce qu'on rêve, voilà, poisson, donc avec tous les délires que ça implique.
Neptune et Poisson, et donc, toute cette imagination qui frôle la folie. Avec cette opposition Vierge-Poisson, on est toujours au seuil de la folie. Après, si on va sauter le pas et franchir le pas vers la folie ou non, alors ça dépend forcément. Mais on a donc toujours cette menace de la folie qui plane au-dessus de l'horizon de celui qui vit les aspects tendus Vierge-Poisson. Bien sûr, la folie peut se sublimer par quelques, disons, actions caritatives, c'est aussi très Poisson, humanitaire, altruiste, c'est très Poisson, service, don, abnégation, sacrifice au profit des autres, de la plus grande communauté, donc ça c'est aussi Poisson. Et Vierge, c'est donc rester dans le devoir, mais on peut allier ces deux et voir cette mission humanitaire comme au profit de quelqu'un, donc rester dans le devoir en effectuant les œuvres de charité ou les gestes de quelque générosité, de quelque sacrifice au profit des autres, au profit des démunis, des personnes en précarité, etc. Donc ça, c'est également l'axe Vierge-Poisson. Mais ici, on a donc l'opposition des contraintes réelles d'un enlisement, engouffrement dans la banalité d'une société pourrie et qui ne reconnaît pas ces amours-passions qui sont réservés pour ce monde frivole. Donc voilà, on a également le sujet de la fuite, de l'évasion, au moment où le scandale s'approche et donc son mari, malgré le pardon qu'il lui a accordé, donc il se rend compte que les gens commencent déjà à faire des commérages, que ça devient très pesant comme pression, et puis donc elle se décide à partir avec son amant et ils partent en Italie, et puis après ils vivent un peu à l'étranger, et puis elle, donc ils reviennent en Russie, et puis là-bas de nouveau ils sont contraints de combattre les interdictions et ils sont obligés de se recréer une petite micro-société autour d'eux. Et à la fois, ça suscite sa réaction à elle, brave et courageuse pour cette époque-là, évidemment, suscite l'admiration chez Dolly. Dolly, c'est sa belle-sœur, l'épouse de son frère Steve Oblonsky, qui est une mère de famille assez effacée au profit de sa famille, de ses 5 enfants, donc elle subit les infidélités de son mari et tout ça, donc cette femme de famille résignée, effacée, un peu masochiste, voit un comportement d'Anna quelque chose de réformateur, libérateur, quelque chose de moderne. Et là, on arrive à la symbolique du Verseau, qui est également très, très tangible, très, très puissante dans ce contexte astrologique. Donc, vous voyez, l'amour, dans toute sa splendeur, qui enfin, plusieurs types d'amour sont analysés. En Bonne Vierge, Tolstoï n'a pas pu donc s'abstenir de nous donner plusieurs visions de l'amour. On a l'amour de Kitty et Levin. C'est un autre amour, amour familial, amour qui se déroule loin des frasques et des ambiances frivoles et débauchées de la haute société. Donc une vie simple, une famille saine, une vie naturelle et
Le deuxième couple qui est analysé, c'est donc cette Dolly qui souffre, qui subit les infidélités, qui est épuisée par les tâches quotidiennes avec l'éducation et les tâches ménagères et tout ça, avec 5 enfants. Donc on a ce rôle, on a l'amour de Kitty, qui s'est d'abord fait rejeter par Vronsky et qui a subi donc la honte et qui a vu cette figure féminine non seulement la menace pour pour son amour naissant, mais elle a vu chez Anna quelque chose d'effrayant qui lui a suscité la pitié. Donc voilà, la petite ombre de la folie était presque visible aux yeux des autres quand Anna et Vronsky se sont donc creusés lors d'un bal. Donc voilà, ça n'a pas pu échapper aux personnes intéressées concernées, donc aux observateurs. Donc ça se voit. Et encore une chose, la tragédie se dessine déjà au début du roman, lors de sa descente du train, quand elle a terminé le voyage, elle arrive à Moscou. Elle a voyagé avec sa mère d'ailleurs, donc ça présage déjà quelques trames importantes. Donc elle descend du train et elle s'aperçoit d'un homme qui s'est fait écraser par le train, qui s'est jeté sur le train. Et ça, c'est voilà, un signe précurseur, quelques indices de la tragédie qui va ensuite s'abattre sur sa vie et sur sa passion et sur son péché en quelque sorte, parce que pour l'époque c'était encore le péché de se jeter ainsi dans un amour adultère et donc de vivre une relation interdite et de goûter à un tel point ces fruits défendus. Donc, mais forcément la première intention de Tolstoï était de critiquer, de dresser un portrait qui juge donc ces habitudes des oisifs caractéristiques pour la haute société noblesse à l'époque, mais il a succombé quand même à la tentation humaine et cette femme a donc toutes les caractéristiques d'une victime, de quelqu'un qui arrive quelque chose qui la dépasse. C'est toujours le cas avec les grandes passions, les grands amours. On a donc souvent cette impression que c'est une fatalité, que c'est un destin, que c'est une nécessité qu'on doit vivre, qu'on doit supporter, qu'on doit porter sur notre dos, ou pour lequel on doit se battre, on doit négliger toutes les autres sphères de notre vie. D'ailleurs, c'est le cas pour toute autre passion. On peut avoir la passion pour sa carrière, pour un sport, pour quelque chose d'autre. Donc, on sacrifie et on ne pense qu'à sa passion. Et après, avec autant d'analyse et autant d'impossibilité à rentrer et revenir dans la dimension de la normalité, normalement
sombre aussi dans les délires. C'est ça, le poisson, qui est souvent associé à l'abus d'alcool, substances stimulantes, tabac, et toutes sortes d'évasions de la réalité. Donc on voit dans ce roman qu'en fait cette femme était dégoûtée par l'aspect de l'amour imposé, de l'amour devoir de cette ambiance étouffante. Donc elle n'aimait pas son mari et elle ne pouvait plus faire semblant de l'aimer. Donc voilà, et son mari, quant à lui, il me semble très très vierge. C'est le portrait d'une vierge crachée, emprisonnée par la routine, par les conventions, par le... que dira-t-on donc quelqu'un qui est soucieux que des apparences et apparemment incapable de ressentir une plus haute émotion qui transporte vers les sphères de l'imagination et de la passion et de quelque chose de plus éthéré. Voilà. Mais justement, cette facette éthérée, pure et noble de la passion folle et aveugle a coûté la vie à Anna. Donc, vous voyez, je vous ai raconté ces mystères de la vie intérieure et maintenant je vais vous lire quelques citations. Je ne sais pas qui est le traducteur, je trouve cette traduction excellente. Donc d'abord, la première rencontre sur le quai de gare. Vronsky, donc l'amant, c'est l'amant d'Anna Karenine qui est célibataire alors qu'elle est en couple. Vronsky suivit le conducteur à l'entrée du wagon réservé. Il s'arrêta pour laisser sortir une dame que son tact d'homme du monde lui permit de classer d'un coup d'œil parmi les femmes de la meilleure société. Après un mot d'excuse, il allait continuer son chemin, mais involontairement il se retourna, ne pouvant résister au désir de la regarder. Encore. Il se sentait attiré, non point par la beauté pourtant très grande de cette dame, ni par l'élégance discrète qui émanait de sa personne, mais bien par l'expression toute de douceur de son charmant visage. Et précisément, elle aussi tourna la tête. Ses yeux gris, que les cils épais faisaient paraître foncés, s'arrêtèrent sur lui avec bienveillance, comme si elle le reconnaissait. Puis, aussitôt, elle sembla chercher quelqu'un dans la foule. Donc, et maintenant, un extrait de leur dispute. Anna, pourquoi ces récriminations ajouta-t-il après un moment de silence, tendant sa main ouverte vers elle, dans l'espoir qu'elle y mettait la sienne. Un mauvais esprit l'empêcha de répondre à cet appel à la tendresse. Certainement, tu as fait comme tu l'entendais. C'est ton droit, personne ne le nie. Pourquoi appuyer là-dessus, dit-elle, tandis que Vronsky retirait sa main d'un air plus résolu encore, et qu'elle considérait ce visage dont l'expression butée l'irritait. C'est pour toi une question d'entêtement, répéta-t-elle, toute heureuse de cette découverte. Tu veux à tout prix savoir qui de nous deux emportera. Il s'agit pourtant de bien autre chose. Si tu savais combien, lorsque je te vois ainsi hostile, oui, c'est le mot, hostile, je me sens sur le bord d'un abîme, combien j'ai peur de moi-même. Et se prenant de nouveau en pitié, elle détourna la tête afin de lui cacher ses sanglots. Mais à quel propos tout cela, dit Vronsky, effrayé de ce désespoir et se penchant vers Anna.
pour lui baiser la main. Voyons, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour te tranquilliser. Je suis prête à tout pour t'épargner la moindre douleur, dit-il tout ému de la voir si malheureuse. Ce n'est rien, la solitude l'énerve. N'en parlons plus. Raconte-moi ce qui s'est passé aux courses. Tu ne m'en as encore rien dit, fit-elle cherchant à dissimuler son triomphe. Vronsky demanda à souper et tout en mangeant, lui raconta les incidents des courses, mais au son de sa voix, à son regard de plus en plus froid, on a compris que son opiniâtreté reprenait le dessus et qu'il ne lui pardonnait pas de l'avoir un moment fait plier. En se rappelant les mots qui lui avaient donné la victoire, « J'ai peur de moi-même, je me sens sur le bord d'un abîme », elle comprit que c'était une arme dangereuse dont il ne fallait pas se servir. Il s'élevait en eux comme un esprit de lutte. Elle le sentait, mais elle n'était pas maîtresse non plus que Vronsky de le dominer. Donc vous voyez, c'est la passion quand on est en train de dissoudre les principes du bon sens, des conventions, de l'acceptable, de tout ce qui est rationnel et tout ce qui est basé sur la décence. Et, donc voilà, vous voyez la grande passion qui est voilà, extrême à un tel point qu'elle s'oublie et qu'elle commence à avoir la pitié d'elle-même, et lui aussi, il veut la protéger de cette souffrance, mais instinctivement, il s'éloigne. C'est ça, les grandes passions qui consument. Et là, c'est une courte phrase également, une perle de la psychologie, de l'analyse psychologique de l'être humain. Lévin avait remarqué depuis longtemps que les gens qui se distinguent par une politesse obséquieuse et par une soumission excessive ne tardent pas à se rendre insupportables par leur exigence et par leur caprice. Donc, vous voyez, c'est de très fines analyses psychologiques et non seulement de l'âme et de la passion, mais aussi des relations dans la famille. Chaque famille heureuse se ressemble, alors que les familles malheureuses sont chacune à sa façon. Donc chaque famille malheureuse est unique en son genre. Elle fait son malheur d'une manière tout à fait personnelle, individuelle. Ça aussi, c'est une idée qui est présente dans le roman. Donc, j'espère que je vous ai expliqué un peu quel est ce climat de la pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Donc, tiraillement intérieur, dilemme, l'opposition entre le devoir, la raison représentée par la Vierge et le besoin irrépressible de s'évader, de s'oublier, d'appartenir à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Mais il n'y a pas d'autres aspects, je dirais, redoutables qui pourraient nous surprendre et nous secouer comme on en a eu des aspects qui nous ont vraiment ballottés en automne dernier et au début de cette année. Donc cette fois, voilà, c'est quelque chose d'intériorisé qui nous préoccupe et qu'on n'arrive pas à conscientiser. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe quelque part au tréfonds dans notre être. Donc voilà, il nous faut apparemment faire une introspection, sonder quelques mystères de notre âme, essayer de comprendre quelques passions ou quelques autres processus intérieurs pour éviter un débordement quelconque, forcément.
Parce que la Vierge, quand même, Lune en Vierge, Soleil en Poisson, ça se balance, mais ça doit s'équilibrer. Avec l'opposition, on a un travail d'équilibrage devant nous. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vais essayer de télécharger cette vidéo telle qu'elle et voir ce que ça donne techniquement parlant. Je vous souhaite une bonne pleine lune.